No tengo lugar y no tengo paisaje, y aún menos tengo patria. Un port, c'est ouvert. Hein. C'est ouvert vers quoi? Vers le large. Et au-delà du large, il y a un autre pays, un autre continent. Je pense que c'est un des rôles de tous les ports, de toutes les côtes du monde, d'accueillir les gens qui arrivent sur ces côtes-là. Marseille, écho de l'intérieur. Au XXIe siècle, les attraits de la vieille ville ont été relégués. Marseille s'affiche, s'offre des soins cosmétiques, elle s'embellit. Les travaux, le Mucem, le port, l'ancien hôpital se transforment en un grand hôtel des dieux du luxe. Grâce à sa plateforme, elle est incontournable pour les croisiéristes du monde. L'économie de plaisance n'est pas une plaisanterie. La bouillabaisse, le pastis, le jeu de boules, les chichis et panis sont les attraits et appâts à touristes. Le pari est réussi. Une entrée tonitruante dans l'économie du secteur tertiaire. Marseille extérieure. Et son intérieur, qu'en est-il? Son ombre profonde déambule dans les zones underground. Je m'appelle Aboubacar Adissi Savalé, j'ai encore 17 ans. Je suis d'origine guinéenne. Tu as quitté ton pays pour un cause bien déterminé. Tu n'as pas quitté chez toi parce que tu voulais quitter. Tu as quitté là-bas parce que tu étais menacé. Je m'appelle Anouar, j'ai 37 ans et je suis à Marseille depuis 2016. Bonjour, donc je suis Laure. Je suis responsable ici à l'association LSF Med, qui est une association de formation qui apprend donc aux entendants la langue des signes comme deuxième langue. Jean-Paul, je fais partie de l'association Crédam qui a pour but d'aider les personnes qui sont hospitalisées. Vous trouvez à l'association Andesto, à l'Estac, dans le 16e. Et avec monsieur et madame Siniski, nous avons créé l'association Andesto en 2005. Vos prénoms? Maryse. Et Jean-Michel. Moi, c'est Stéphane Montigny. Je suis un volontaire de l'association. Ça fait une quinzaine d'années que je suis dans l'asso. Et actuellement, je suis président pour la région PACA. Et donc moi, c'est Hervé Richaud et je suis le directeur de l'association pour PACA, l'association LA. Le sida, c'est une maladie qui a touché prioritairement les personnes qui déjà étaient... Ça a visibilisé des personnes qui étaient complètement invisibilisées dans la société. À la Castellane, dans le lycée professionnel Saint-Henri, avec Stéphanie Naranjo. Donc, je suis coordinatrice enfance-famille au centre social de la Castellane depuis près de 20 ans. Alors moi, c'est Nassim Kuladi, je suis directeur de Centre Castellane. Vous
furia, furia, furia que me mata, furia, furia, furia del crecer que entre dentro, dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva a ser. Il y a eu le congrès de Milan qui a interdit l'apprentissage de la langue des signes pendant un siècle, de 1800 à 1980 à peu près. En 1980, il y a eu ce qu'on appelle le réveil sourd, voilà, où les sourds ont décidé de se montrer, d'être plus présents, de montrer leur identité. Tout ce qui est visible, c'est un peu discriminatoire. Que ce soit ton aspect, ton faciès, entre guillemets, tes origines, ta couleur. Ça te relègue, entre guillemets. Une fois, j'avais acheté un habit africain, un noyer. Je l'ai porté, je suis allé à l'école. Tout le monde était là, il me regardait comme ça, quoi. Mais il est malade, lui. Et pourtant, chez nous, tu portes ça, c'est du respect, quoi. On te dit, ouais, ça va. Elisabeth Audouard, avocat, Marseille. C'est-à-dire que le gamin, chaque fois qu'il marche dans la rue, il sait que parce qu'il a tel profil, il va être contrôlé. Ça, c'est de la discrimination. Et c'est de la discrimination institutionnelle. Et la colère, comment on ne peut pas la voir? Moi, je suis Stéphanie, petite française. Ça fait 28 ans que j'ai le permis. Je crois que je me suis fait arrêter une fois par la police. Vous avez 20 ans, vous êtes fait arrêter 10 fois, 12 fois. Et la colère, comment on fait pour ne pas la voir? Ça, c'est de la discrimination. C'est le fait d'avoir un traitement différencié en fonction de qui tu représentes comme groupe. Selon d'où tu viens, hein, je pense que si tu as un accent anglais ou américain, ça gêne personne. Hein, si tu as un petit accent du sud, je sais pas, africain, arabe, c'est pas évident, quoi. Je crois que tout fonctionne avec un complexe supériorité-infériorité. Si tu as un accent allemand, on se rappelle de la guerre, tout ça, donc on dit ouais, attention les Allemands, tout ça, donc c'est un gars un peu, c'est quelqu'un d'intéressant. Parce que les Français, ils ont le complexe des Anglais et des Allemands. Toujours, c'est les gens du Nord, c'est toujours mieux que les gens du Sud. Je ne sais pas d'où ça vient, ce genre de... Et quand tu es italien ou espagnol, bah, c'est exotique, c'est très beau parce que c'est des pays de grande histoire, culture, tout ça. Mais si tu viens des colonies, des anciennes colonies, tout ça, bah, tu n'es pas censé t'intégrer tout de suite, quoi. Ah ben, moi, je pensais une fois en Europe, surtout en France, vu qu'on était colonisé, la Guinée était colonisée par un pays français, je pensais que c'était la même chose, quoi, c'était chez moi. Mais du coup, c'est le contraire, c'est un peu compliqué. Par rapport aux étrangers, c'est très compliqué. Je m'appelle Gérard Mélan, peut-être vous me connaissez parce que je vous ai soigné à l'hôpital ou peut-être vous m'avez vu dans un film. Donc il y avait des Gitans, il y avait des Marocains, des Tunisiens, des Italiens, des Espagnols, de toutes ces migrations qui ont fondé ce quartier pluriethnique de l'Estac. Marseille, terre des déracinés. La cosmopolitie, est-ce une réalité ou un mirage? Elle se nivelle, se renouvelle par ses flux migrants. Son modèle économique et social favorise ou durcit son adhésion, voire sa cohésion. 50 ans de crise. Les primo-arrivants trouvent assises le plus souvent dans les cités urbaines des quartiers nord. Ils découvrent les oubliés et les survivants du système.
Le repli sur soi affecte les individus, les familles, les territoires. La ghettoisation est bien entamée et les condamne dans un monde à part. L'urgence et la survie au quotidien font oublier ce concentré d'altérité. Chacun doit exister, survivre, faire sa place, dans le visible ou l'invisible. Tu te trouves, mon cher Ali, avec un médecin généraliste, élu, à la ville de Marseille, et tu te trouves au sein de l'office métropolitain Habitat Marseille-Provence, qui gère 14 600 logements aujourd'hui. D'accord. Et dont j'assure depuis maintenant 9 ans la présidence du conseil d'administration. Sabrine Ouakat, psychologue clinicienne dans le secteur, dans le service donc, du pôle littoral nord, service de psychiatrie adulte dépendant du centre hospitalier Édouard Toulouse. Tout ce qui est industrie aujourd'hui ne se trouve plus au cœur des cités. Il se trouve éloigné de tout ce qui est la ville elle-même. La ville devient un centre qui est administratif, qui est touristique et qui est un lieu qui devrait être un lieu de vie. Voilà. Mais moins un lieu de travail au sens du 19e et du 20e siècle. Justement, cette vague migratoire où les personnes étaient déjà casées, entassées dans des lieux où il s'agissait... D'abord, la priorité, c'était de les loger. On ne pouvait même pas discuter de leur part de subjectivité ni de leur histoire. Enfin, on est à Marseille avec une volonté de créer des communautés. J'ai pas souvenir qu'il y ait des communautés. Il y avait des Marseillais. Et quand tu arrivais, tu étais Marseillais. Alors, avec plus ou moins de rapports, mais les Italiens, les Rital ont été autant rejetés que n'ont été rejetés les Arabes. Dans des quartiers comme les nôtres, des gens qui, pour la majorité, et c'est toujours vrai aujourd'hui par rapport à l'ensemble des arrondissements marseillais, où le chômage touche beaucoup plus qu'ailleurs, où l'ensemble de nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants sont issus de générations qui viennent d'ailleurs, où les difficultés sont encore présentes. C'est un héritage. Un héritage, mais parfois douloureux, qui n'est pas encore digéré. Donc c'est des proies faciles aux idées faciles qu'on appelle populistes. Populistes dans le mauvais sens du terme. Populiste, populaire, populeux. On a une société qui est certainement plus discriminante qu'il y a quelques années, j'ai l'impression. Mais c'est la société. C'est pas... l'ascenseur social ne fonctionne pas, selon où tu nais, tu n'as pas la même vie. Ouais, tu montes pas la première marche, quoi. L'escalier, il n'est pas pour toi. Et l'ascenseur, il n'a jamais été... Non, tu peux plus. Et avant, il y avait des dispositifs quand même qui existaient. Il y avait des escaliers de secours. La PMI, protection maternelle infantile, le rôle de prévention auprès des très jeunes enfants et des mamans. Enfin, alors, évidemment, moi je suis éducatrice de jeunes enfants, mais c'est quand même fondateur pour l'accompagnement des familles. Et c'est des choses qui ont été mises en place. Aujourd'hui, non seulement, particulièrement sur la Castellane, il n'y en a plus, mais de toute façon, en tous les cas au niveau des Bouches-du-Rhône, ça n'est plus une priorité. On a intégré un projet en rue, rénovation urbaine depuis 2013, depuis 6 ans aujourd'hui. Et l'image que porte ce territoire-là, lorsqu'il y a des visites de personnes très importantes, on fait appel à des bus, comment ils s'appellent, à 2 étages. Voilà. Et en fait, c'est comme si on vient visiter un zoo, une ferme. Tout est sécurisé, mais ça veut dire, vous vous rendez compte, l'image qu'on renvoie aux gens qui vivent à l'intérieur. On voit toutes ces discriminations, on voit toutes les souffrances qui sont de plus en plus importantes, de plus en plus présentes, compte tenu à la thématique d'exil, compte tenu aux souffrances même au travail, pour ceux qui travaillent, ceux qui ont un travail, ceux qui ne sont plus rien comme ouvriers, enfin on passe aux ouvriers, après à plus rien, après on passe aux souffrances aussi liées à la réalité des cités, à la réalité des quartiers. Un autre exemple, on a un autre groupe d'enfants qui est parti en camp pendant 3 jours
Et on sent, Achata, hein, qui n'est pas paranoïaque, sent une espèce de pression. On vient de la Castellane, attention quoi. Tout est implicite, il n'y a rien de dit. Mais on sent bien les regards sur nous. Dès qu'on va faire un peu plus de bruit, ça va se tourner. Et alors, en fait, on revient, Achata, ma collègue, est revenue frustrée de ces 3 jours parce qu'elle n'a pas laissé vivre des enfants qui, en fait, faisaient comme tous les enfants du monde, quoi. Là, c'est compliqué. Là, c'est très, très compliqué une fois que tu es en France. Ta position, quelque part, que tu pourrais te trouver dans la société, tu ne la trouves pas parce que tu t'es bloqué au niveau de l'informatique, tu t'es bloqué au niveau du travail, tu t'es bloqué au niveau de la relation que tu as avec les gens, tu t'isoles dans ton coin. Donc, comme tu es isolé dans ton coin, à un moment donné, eh bien, cette autarcie que tu te crées toi-même te donne une rébellion. C'est quelle place je peux me faire parmi les autres et comment je peux me la faire. Et est-ce que je peux la construire? Avec quoi je peux la construire? Comment je peux me permettre de la construire aussi? Est-ce qu'on me permet de la construire? Et cette exclusion, elle s'aggrave parce que, en fait, tu t'exclus toi-même à un moment donné par rapport à cette exclusion. Tu te mets encore une couche de plus d'exclusion. Parce que sans place, on ne peut pas exister, on ne peut pas vivre. Mais en même temps, on ne vit que... Enfin, l'être humain est un être social avant tout. Donc on ne peut vivre qu'en ayant une place. Une chose toute bête, nous devant notre portail du centre aérien où on fait les entrées et les sorties des enfants, il y a une voiture brûlée. La voiture brûlée, elle est restée 2 semaines. Et lorsqu'on fait ce signalement au niveau des différents services, il faut attendre 15 jours en laissant ce véhicule qui nous empêche de fonctionner avec les consignes de sécurité. Là, ça interpelle, ça fatigue, ça épuise. Quelle image on donne? Comment dans cet environnement où tout est discriminant, quasiment tout, où tout est excluant et marginalisé, comment le sujet peut un minimum avoir du désir pour continuer à construire un minima son histoire et être autre chose qu'une personne de la cité, et encore la boîte dans la boîte comme je disais tout à l'heure, un fou dans la cité. Sur une toute petite superficie, il y a un maximum d'habitants. Je ne connais pas la densité exacte, mais il y a quand même 1250 logements. Situé entre 5000 et 7000 habitants. Voilà, et sur la superficie, c'est tout petit, quoi. Les gens se voient vivre tout le temps. On a récemment fait, ici, dans Frévalon, une expérience. À Frévalon, on a mobilisé les collèges et les lycées, pas les lycées, les collèges et les écoles communales, pour réfléchir sur un thème sur l'environnement. Ces jeunes ont été sensibles au fait de la dégradation des ascenseurs. Les gosses, ils ont dit, nous, ce qu'on propose, c'est de faire des tableaux sur papier et qu'on placarde ces tableaux dans les ascenseurs et qu'on les change tout le temps. On sait très bien que dans certains endroits, un peu moins maintenant, dans certains endroits, du 10e étage, tu ne fais pas attention, tu prends une machine à laver sur le coin de la gueule. Hein. Ça se fait encore. Hein, tu prends une machine à laver sur le coin de la gueule. C'est pour ça que beaucoup ont un torticolis, tu vois. Voilà. Donc, qu'ont proposé les types? De faire des trompe-l'œil en bas du sol. Trompe-l'œil. Tu mets une voiture que tu dessines au sol. Oui. Tu mets un petit piéton qui marche. À force, qui sont là. À force, voilà. Le type, il est là, quand il va jeter, quand il faut un peu attention, si tu ne vas pas tuer un mec, il y a dessous. Quand effectivement on a affaire à des troubles un peu plus importants, un peu plus enquistés, où la personne est en situation de handicap, a des difficultés au quotidien, cet élément dans la famille fragile a une place soit de bouc émissaire, ou révélatrice. Ou tout à fait, en tout cas, c'est une place qui fait symptôme par rapport à toute la famille. Elle va révéler toutes les failles, tous les fonctionnements qu'il peut y avoir autour, donc au niveau familial, et comment les autres vont la désigner dans le discours, c'est-à-dire, là je parle des autres même au niveau du quartier, hein, comment les autres vont le désigner ou la désigner avec des noms, des surnoms qu'on peut entendre, le fou, le fada, le Ça peut aussi être un moyen défensif pour la famille et le quartier, qui est ce symptôme-là, finalement, sur lequel on va projeter les difficultés, les angoisses, tout ce qu'on ne peut pas supporter en nous, tout ce qui est difficile pour chacun, on va le projeter en lui, au moins ça ne nous atteint pas, c'est lui.
Ici, au moins, les animaux sont considérés par rapport à nous, quoi, les migrants. Je peux dire comme ça. Le mot sourd, à l'origine, c'était un mot, on disait idiot, voilà, ça voulait dire comme un animal, un sourd, un idiot, il n'entend pas, donc il n'a pas de cerveau, il n'a pas d'intelligence. Quand on parle de nous alors qu'on est en train d'écouter, qu'on ne nous a pas adressé la parole, on préfère ne pas dire aveugle, on préfère dire malvoyant. Oui, alors c'est vrai que dans la société, qui nous qualifie d'handicapés, ça fait un peu peur le mot sourd. On a peur de nous vexer, je pense, quand on dit sourd. Donc souvent, on nous dit malentendant. Alors moi, je vous demande si par exemple, donc vous êtes entendants, hein, tous les deux, si je vous disais, je vais vous appeler des malsourds, ça vous plairait? En fait, c'est comme l'humour, en fait. Quand on parle de nous, entre nous, on dit qu'on est aveugle, on est miro, on est tout ce qu'on veut. Hein. Il n'y a rien qui choque. Là, c'est très très compliqué. Une fois que tu es en France, il y a des jeunes. Parce qu'on dit chaque fois, il y a ma maman qui me dit chaque fois, une fois que tu n'es pas chez toi, il faut toujours assumer les conséquences. D'ailleurs, pour les gens qui sont déracinés, arrachés du territoire où ils sont nés, il y a toujours une notion de temps qui est importante. Parce qu'il faut laisser le temps au temps, il faut que les choses se mettent en place. Parce qu'il y a des gens, il y a des jeunes qui viennent, ils sont venus avec des amis, ils sont venus avec des frères ou sœurs, mais deux fois ils les laissent derrière eux. Parce qu'il y a certaines qui meurent avant de rentrer. Maintenant, s'ils y rentrent et ils ont toutes ces difficultés, ils n'arrivent pas à sortir ça dans leur tête. Encore, ils dorment dehors avec la chaleur, si c'est l'été, et la fraîcheur, si c'est l'hiver. Et quelqu'un qui dort, il fait du n'importe quoi. C'est quand même, quand on est chargé d'une culture propre à soi, et qu'on arrive dans un autre pays, c'est pas facile de se décharger d'une culture pour s'en approprier une autre. Donc ça, c'est pas la bonne solution, évidemment. Il faut arriver avec sa culture, donc le temps de passage, de montrer sa culture, de la partager pour comprendre celle de l'autre, c'est un espace-temps. Mais là, tu viens, on dit l'erreur, chacun dans son chacun. Parce qu'avant, moi, je ne connaissais pas la différence entre Algériens et Européens. Je me disais toujours, vu qu'ils sont blancs, c'est des Européens. Mais maintenant, quand je suis venu ici, j'ai compris, ouais, avoir un peau blanc, ça ne veut pas dire que tu es blanc. Stigmatisé, je crois que si on remonte à la définition exacte, je ne pense pas me tromper, c'est avoir des signes sur la peau qui distinguent. Stigmatise. Donc là, ça veut bien dire, à ce moment-là, il n'y a qu'une, je ne sais pas s'il a des traits, il n'y a qu'à mettre un peu la manche longue. On ne le verra plus, voilà, stigmatisé. J'ai passé le stade de malvoyant, le stade où je voyais, j'avais le cul entre deux chaises. C'est vraiment pourri comme situation. Quand je rentre à la banque, alors c'est toujours compliqué, donc je rencontre par exemple quelqu'un qui m'accueille, alors je lui dis, voilà, je lui dis que je suis sourde, j'ai besoin d'un papier, d'un stylo. Pour communiquer, c'est la base, hein, on peut communiquer en écrivant. Souvent, je vois sur le visage de la personne qu'elle souffle, voilà, l'image, ça l'embête, elle est agacée. Moi, alors je fais l'effort, je prends un papier, un stylo, j'essaye quand même de me mettre à égalité, je me laisse pas démonter, je pars pas, même si je sens que c'est pénible pour la personne. Tu arrives dans une salle, tu dis pas bonjour parce que juste que tu n'as pas vu les gens. Mais pour eux, c'est une forme de comportement qui n'est pas sociable et des fois tu souris pas aux gens parce que tu les vois pas, les gens dans ton quartier. Oui, mais c'est le manque d'accessibilité vraiment en plus qui fait ressentir ça. Par exemple, dans le métro, dans le bus, par exemple, s'il y a un événement qui arrive, les gens parlent au micro, tout le monde est au courant, il y a un retard, et moi je suis sourde, je ne suis pas au courant, je suis seule, je vois les gens partir, et je ne sais pas, alors je suis obligée d'aller voir une personne, de lui dire pardon, j'ai pas compris, qu'est-ce qui s'est dit, de demander, voilà, je me sens, voilà, mon autonomie, elle est où en fait là? Les handicaps invisibles, c'est vraiment atroce. Les gens qui sont malentendants, qui sont sourds, les gens qui muets, c'est des handicaps qui sont vraiment difficiles parce que ça ne se voit pas.
et la personne n'a pas forcément envie d'en parler. Ils ont été discriminés même par rapport des fois à leur famille. Hein. C'est-à-dire il a été mis à l'écart parce qu'on disait tiens, il n'est pas comme les autres. Bon voilà, on n'a pas accepté sa maladie au lieu de l'aider à s'insérer ou à intégrer quoi, carrément. Par exemple, moi c'est vrai que je ne connais pas la solitude parce que je suis dans une famille de sourds. Donc je n'ai jamais souffert de solitude. Mais il y a beaucoup de sourds qui me racontent que vraiment ils souffrent de ça parce qu'ils manquent de communication. Par exemple, à une table, si toute une famille est à table le dimanche, on fait les repas de famille, voilà, les gens échangent, et qu'il y a un enfant sourd au milieu, il fait quoi? Il prend le pain, il mange du pain. Voilà. C'est dans la culture, voilà, c'est souvent il va manger du pain seul, il n'y a pas de communication. Il peut pas, donc il va compenser en mangeant du pain, il va manger toute la baguette. On se trouve au centre social de l'Estac, dans la crèche Les Loups de Mer, avec moi, Stéphanie Ferrero. Je suis responsable animatrice du relais d'assistante maternelle du 15 et 16e arrondissement. Et on se rend compte que les enfants tout petits, plus grands ça va être plus compliqué, mais tout petits, vont aider celui qui a des troubles du comportement. Ils vont avoir un comportement, eux, adapté. Et quelquefois assez étonnant. On est souvent étonné par les tout-petits, la façon dont ils peuvent entourer de bienveillance, de gentillesse. La petite enfance, c'est quand même un milieu très particulier où les professionnels sont sensibilisés à tout ça, à la tolérance, à la bienveillance, au respect de l'individualité, au respect du rythme de l'enfant. Ils sont là, ils sont formés pour ça et il y a plein de choses qui sont mises en place pour respecter ça et du coup pour être tolérant avec l'autre. À partir de l'école, on est dans autre chose. Un enfant en situation de handicap, il y a une différence par rapport au fait. Pour nous, il n'y a pas de différence, hein, c'est notre enfant, il n'y a pas de différence. Mais lorsqu'on veut par exemple lui faire du football, simplement, hein, ben, c'est difficile. Personne ne le prend parce qu'il n'est pas comme les autres, il ne court pas aussi vite. Il ne comprend pas aussi vite que les autres. Voilà, alors du coup, on le met de côté. Les enfants sourds ont pour 5% des parents sourds. Mais dans les 95% restants où les sourds ont des parents entendants, il y a encore beaucoup de choses à faire. Au lieu de le mettre devant avec l'instit, avec le groupe, on le mettait au fond. On a vraiment très peu de parents qui viennent apprendre la langue des signes. Pour moi, à partir de l'école, on est dans l'apprentissage scolaire. Il faut rentrer dans un cadre et l'enfant, à partir du moment où il rentre à l'école, c'est plus un enfant, c'est un élève. Et à partir du moment où on lui donne cette étiquette-là, on a d'autres espérances pour lui, on a d'autres attentes pour lui et c'est là que l'intolérance, elle commence à jouer. Et dans la grande société, c'est pareil. On est allé me dire un jour, vous savez, moi, si j'étais moi, l'institutrice, la directrice de l'école m'a dit, moi, si j'étais vous, je prendrais mon enfant, je le mettrais dans un établissement et je l'oublierais. Donc rien que, voilà, c'est pour vous dire déjà la mentalité. Et c'était une institutrice, quoi. Ah oui, un tri sélectif. C'était exactement ça. C'est les premières années d'école. Et puis à chaque fois, Nicolas. voilà. Parce que des fois, on a envie vraiment d'arriver sans dire qu'on est handicapé, parce que malheureusement, ta situation, elle nécessite des choses que le système a choisies, que les assurances ont choisies. Il faut imaginer une personne handicapée qui ne travaille pas, c'est comme si c'est quelqu'un en détention. On leur faire acquérir tout plein de compétences, mais arrivé 21 ans, c'est terminé. Ils ne peuvent plus rester en IME. Donc il faut qu'ils sortent de cet endroit-là, mais ailleurs, il n'y a plus de place. Voilà, dans toutes les autres structures, c'est bouché. Je pense que tous les parents d'enfants handicapés qui étaient pris en charge et qui, à la majorité, attendent une place
en institut ne trouvent pas et sont obligés de s'éloigner du département parce qu'il n'y a pas de réponse institutionnelle, hein, il n'y a pas de place. Ça doit être pour ses parents, ils le vivent comme une discrimination, ce qui est le cas. L'héritage par rapport à l'association, ça a été tout le rejet qu'ont subi les personnes et l'absence de réponse qu'il y avait par rapport au VIH et au sida et les rejets multiples dont les personnes faisaient l'objet. C'est aussi la maladie qui a permis de réfléchir sur ces actions-là, et c'est la maladie qui a permis des avancées sociétales importantes. Donc on a quelques jurisprudences sur la maladie, les assurances, beaucoup les assurances sur les refus d'assurance, et on en a eu des emblématiques il y a 25-30 ans sur les refus d'assurance des porteurs du VIH. Ça a été des combats qui ont été menés et gagnés. Bah après, le parti pris, ça a été aussi d'être très pragmatique, hein, et pas tant de se mettre sur le champ de la bataille contre la morale, plutôt que pragmatiquement, y a des gens qui sont en train d'être infectés par un virus mortel. On a des moyens pour éviter que les gens se contaminent, faisons en sorte que les gens aient accès à ces outils. Leur corps a servi à médiatiser et à faire connaître leur combat. Aujourd'hui, les peuples ils sont désunis, ils sont orphelins de partis politiques, je dirais, révolutionnaires, c'est-à-dire qui d'un coup veulent remettre en question toutes les choses. Il n'y a plus de parti aujourd'hui qui veut remettre en question le système, tu vois. Il y a même des gens qui prétendent qu'il n'y a plus de classe sociale. Et puis la société évolue, elle change de regard, elle s'adapte. Changer le monde, je crois qu'on ne changera pas comme ça depuis qu'il est monde, mais on peut l'améliorer. Le repli sur soi est un mécanisme de défense. Il n'offre aucune solution. La nécessité fait loi face à l'adversité, à l'absence de réponse. De l'overdose de souffrance naît la résilience. Elle transcende, met en mouvement, crée des porosités pour s'affranchir de situations geôlières. La résilience infuse cette énergie du désespoir. Elle transcende le schéma mental, physique et condamne de la survie jusqu'à l'inertie. Relance ce battement de cœur, dicte la voix, suscite l'élan en soi, chez l'autre et en nous. Elle refait rejaillir le sentiment de désir et permet de s'accepter tel qu'on est. Comble les vides politiques et réduit les souffrances. Œuvrer sur ce grand chantier, telle est l'ambition, où l'altérité sera l'oxygène de cette humanité. Les comportements ne changent pas avec des lois. La peur du gendarme n'a jamais fait changer qui que ce soit. Et les évolutions qu'on a eues ont été des évolutions quand il y avait des affrontements avec des institutions. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a une structure qui est créée, c'est souvent à l'initiative des familles. Des fois je lui dis, hein, Nicolas, c'est pas à cause de toi qu'on a fait ça, c'est grâce à toi. La différence, c'est grâce à toi qui nous a menés dans une réflexion et dans une idée de partage qu'on n'avait peut-être pas avant. 7 ou 8 familles, on a démarré avec 7-8 jeunes. Et puis après, ça fait boule de neige sur le secteur. C'était. Et en dehors du secteur. En dehors du secteur, c'était plus tard, ça. Du 12e, du 11e. Oui, mais maintenant. Mais même dès le début. Hein. En Desto, c'est aujourd'hui 650 familles adhérentes. C'est 14 salariés, tous diplômés. Parce que nous aussi, ces 14 ans, on a grandi, nous aussi, quelque part. Il y a une autre richesse. Mais mieux tard que jamais, mais. Non, mais moi je pense pas. Enfin, moi après je pense que de toute manière, il n'y a pas de stade final de la lutte, quoi. Il y aura toujours des objets de lutte, et il y aura toujours des raisons de collectivement faire des choses collectivement pour s'entraider et pour trouver du soutien par les pairs. Par rapport à des problématiques qu'on rencontre. Autant le sida aujourd'hui, je pense qu'il est en voie de se normaliser, en tout cas dans nos sociétés. Une identité, elle est toujours, enfin pour moi, elle est plurielle, elle est définie par plein d'influences. Je sais que moi, en tout cas, elle s'est construite depuis plus de 20 ans. J'en ai un peu plus de 40 aujourd'hui. Depuis plus de 20 ans, elle s'est construite au travers de ces combats-là.
Mon brave Ali, si je suis venu à la politique, entre guillemets, c'est parce que quand j'étais dans mon cabinet, derrière mon bureau, que les gens m'amenaient des symptômes, je les traitais. Ce n'est pas forcément ni un virus, ni une bactérie, ni une hypertension, qui sont souvent les conséquences, c'est l'environnement social, économique, familial, professionnel, qui fait que les gens sont pas bien, moins bien, ont quelques difficultés, qu'ils n'arrivent pas à accepter. C'est ce que je te disais, qu'ils n'arrivent pas à accepter parce qu'ils se replient sur eux-mêmes vis-à-vis de ces difficultés, qu'ils ne veulent pas en parler et qui se replient sur eux, et que la façon de se replier sur eux, c'est de produire une maladie qui va leur permettre le contact. Ils viennent chez toi, médecin, avec des symptômes. Et si tu fais pas, tu te soignes la maladie sans chercher derrière la cause, le mec, il n'est pas soigné. Sombra que asoman a tu ventana. Tout à l'heure, on disait qu'on travaille aussi avec ceux qu'on est. J'ai expérimenté ça pendant moi-même, mon vécu, mon histoire. Un héritage, quoi. Et tout à fait. Il y a un héritage de par mes origines, on parlait d'exil, on parlait d'identification. Tout à l'heure, j'ai employé des mots très théoriques, mais derrière ça, il y a aussi mon vécu. Sur les projets européens, quand on a fait un bilan, j'avais envie de... C'était très très émouvant. Et il y avait deux enfants qui étaient là, et Nassim, le directeur, il a dit alors, et toi, ce projet à la petite fille, qu'est-ce que ça a fait? Eh bien, avec ma maman, on fait plein de choses maintenant, on sort du quartier. Oh, mais ça, c'est énorme, quoi. Bon, je écris mon livre, c'est juste me débarrasser de certaines choses, parce que vu que j'étais là, j'arrivais pas à parler. Mais j'ai rencontré pas mal de personnes qui me disent, si tu écris, ça t'aide aussi à déjà à faire connaissance, des fois à oublier ce que tu as vécu, à te libérer, à être à l'aise. On avait un animateur qui était Famara, son frère, il était joueur de foot à Lyon. Ils avaient un partenariat avec Audi et donc il laissait l'Audi à son frère Famara. Alors Famara, il en faisait un jeu, il adorait quand les flics l'arrêtaient, qui tendaient la carte grise. Elle était au nom de l'Olympique Lyonnais. Bon, il faut transformer, voilà, c'est ça la résilience, hein, c'est trouver quelque chose de... Voilà, c'était son petit jeu. Il y a mon vécu et je ne cesse non plus de le travailler moi de mon côté. À côté, je fais des études aussi autour de l'exil, autour de l'histoire, qui me permet justement et à la fois de mieux me comprendre, pour mieux comprendre l'autre que je rencontre. Et aussi, j'écris parce que j'avais envie. Pas parce qu'on m'a forcé, mais j'avais envie. Moi, je ne peux pas utiliser un outil parce que mes doigts, ils travaillent en même temps, ils regardent. Et un outil, il va m'empêcher de voir ce que je fais. J'ai changé avec les petites filles, âgées entre 6 et 10 ans, avec leurs animatrices. Lorsqu'on leur dit alors leur volonté d'apprendre, leur volonté, leur soif d'échanger, et lorsqu'on échange, Nassim, comment on peut faire pour occuper ton poste? Et à l'inverse, moi je leur dis, mais vous voulez faire quoi plus tard? Stéphanie leur permettait de dire, moi je vais faire sage-femme, moi je vais faire photographe, moi je vais faire ingénieur, moi je vais faire maîtresse. Mais c'est un fort potentiel. Et moi j'étais avec Stéphanie, je dis, mais c'est ça qu'il faut montrer. Et moi c'est mon cas, qui a de la fibre de la famille, des sœurs, Bonjour. Bonjour. Et je veux dire, on n'est pas rejeté, au contraire. Moi je sais qu'il y aurait quelqu'un d'autre vis-à-vis de la famille. Automatiquement, il y a l'amour de la famille et je veux dire qui sublime tout en fait. Mesdames, Messieurs, notre TER PACA arrive en gare de Marseille-Saint-Charles. Terminus du train. Assurez-vous de ne rien oublier. Nous espérons que vous avez effectué un agréable voyage et vous souhaitons une bonne fin de journée. Et ici en France, il y a la loi Fabius en 1991 qui a autorisé, qui a reconnu la langue des signes. Mais encore aujourd'hui, ça n'est pas reconnu comme une langue vivante, comme l'anglais ou une autre langue. Il faut améliorer la ville pour les personnes les plus vulnérables et ça s'améliorera pour tout le monde. C'est pas un mauvais investissement
de tabler sur un peu plus d'accessibilité en ville. La politique, c'est quelque chose du quotidien. En fait, quand il y a quelqu'un qui me dit « je ne fais pas de politique », j'ai dit « tu te trompes ». La politique, c'est la vie dans la cité. C'est ce que ça veut dire en grec, la vie dans la cité. Et quand tu vas acheter une baguette de pain, que tu dis « tiens, elle a augmenté de 0,2 € aujourd'hui », ben, tu fais déjà de la politique. Donc la politique, c'est un argument permanent et récurrent qui fait partie de la vie sociale des gens. Avant, c'est vrai qu'avant, voilà, je disais pardon, je n'entends pas. Et quand je disais ça, je me sentais soumise. Là, c'est fini en fait. Maintenant, je ne fais plus ça. Je suis au clair avec mon identité. Je dis bonjour directement. Et si la personne me dit bonjour en voix, moi je lui réponds en signe. Je suis sourde et je dis bonjour et je ne m'explique plus. Il m'arrive de croiser des gens bien. Ils me disent est-ce que ça va? Tu cherches quoi? En fait, quand tu as un handicap, tu n'es pas censé aller dehors tout seul. Il y avait une association, je les remercie beaucoup, Mamba, qui se bat toujours pour les jeunes. Pas pour les jeunes aussi, hein, pour les majeurs aussi. Parce qu'une fois quand je suis venu ici, je ne connaissais personne. Je me suis rendu là-bas directement. Grâce à eux, moi je vous ai connu. Du coup, même aujourd'hui, je les appelle, je dis, ben, j'ai 7 soucis, ça ne va pas là, ça ne va pas là. Ils sont toujours prêts à se donner au fond. Ça, au moins, ça aide aux jeunes de se rétablir. J'ai bossé dans une radio à Limoges, j'ai fait la matinale, c'était très bien. C'était pendant le printemps arabe, je me rappelle, et on m'a utilisé comme... comme témoin ou, entre guillemets, rapporteur, traducteur de tout ce qui se passait dans le monde arabe à ce moment-là, c'était très bien. Non, je ne suis pas devenue avocat, je voulais changer le monde, je voulais un métier où on change le monde. Et le premier métier que j'ai choisi, je n'ai pas changé le monde, donc le deuxième, j'ai dit qu'est-ce que je veux faire? Je veux essayer de trouver avec des gens des solutions. Donc moi, je ne suis pas avocat pour défendre, je suis avocat pour accompagner. À Marseille, on a des professionnels qui répondent présent quand tu dis c'est une urgence, tu as toujours quelqu'un qui va dire oui, je t'aide. Donc on a cette solidarité, alors peut-être qui est due au soleil, au fait qu'on soit en tongs et au fait qu'on ne se prend peut-être pas trop au sérieux. Peut-être. Mais qu'on se dit que l'autre, ce qu'il dit est important. On se mettrait dans un confort, l'enfant il nous sort de ce confort pour nous dire eh ben non, il va falloir que tu bouges. Si on ne supporte pas ce qu'il a à nous dire, ben c'est que en fait c'est nous qui n'avons rien à faire ici et non pas lui. Et du coup, la société en grandissant, elle n'ouvre pas ses portes, elle les referme et il faut rentrer dans un moule, sinon ben on est en marge. Moi, ça a toujours été un pont, une traverse entre le cinéma et l'hôpital. Ça a été le moyen pour moi d'arriver à extraire les émotions les plus simples et les plus pures pour essayer de les faire passer dans la caméra, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai toujours fait ce métier. 37 ans d'hôpital, j'ai fait une quarantaine de films, j'ai peu tourné finalement sur un. Mais nous, ce qu'on raconte depuis 40 ans, c'est ça en fait. On fait un constat réel, un réel objectif, si tu veux, d'une fenêtre ouverte sur le monde à travers l'Estac. C'est-à-dire que l'Estac, c'est quartier Marseille pour nous. C'est un point de départ, mais ce qui se passe partout. Quand on se met à l'échelle de celui qui est le plus pauvre ici ou le plus pauvre en Amérique du Sud, ou, tu vois, c'est pareil. C'est pareil. Il faudrait, dans un monde idéal, que tout le monde puisse aller à son rythme, faire ses choix de vie, ses choix de formation. Même ça, on n'a pas forcément le choix de choisir son parcours professionnel, même financièrement parfois. On pense que cette terre elle a beaucoup de chance si elle développe une unité humaniste autour des idées nouvelles que sont justement cette égalité sociale, ce partage des richesses, nom de Dieu.
Altérité. Elle nous distingue et nous désigne. Les altérités sont en concurrence. Elles sont hiérarchisées, priorisées selon les tendances politiques. Quand on l'ignore, elle nous sépare. Quand on la reconnaît, elle nous rassemble. On est différent afin de mieux se connaître et de s'accepter. Par contre, quand on nous oppose... On y retourne quand on voit ce qui se passe en Hongrie. En Italie, à côté avec un enfoiré, un enculé, on dirait l'estaque de Salvini, qui met en prison une fille de 31 ans parce qu'elle a recueilli en mer 40 migrants qui allaient se noyer. Là, c'est très très compliqué. Monsieur Salvini, qui c'est ce mec? Eh bien, ce mec, c'est un descendant de Mussolini. Voilà, le fascisme revient. La bête, elle n'était pas morte. Elle avait des soubresauts, et la voilà à nouveau. Les racines de la discrimination. Derrière nos représentations voilées, celles qui nous divisent, nous affrontent, celles qui font peur et nous rejettent. Ce miroir humain nous renvoie les uns aux autres. Ces différences en concurrence nous fragilisent, déstabilisent. L'être ensemble. L'altérité doit s'assumer pour mieux avancer. Elle doit se dévoiler pour être acceptée. La construction humaine se poursuit. No tengo lugar y no tengo paisaje, y aún menos tengo patria. Con mi dedo hago el fuego y con mi corazón te canto. La cuerda de mi corazón llora. Nací en amor y nací en amor. No tengo lugar y no tengo paisaje, y aún menos tengo patria. En construisant ce documentaire, Benoît, tous les profils qu'on a choisis manquent de peau. La finalité, c'est tous ceux que le système nazi a exterminés.